Le 5 août 2025, à 10h43, l'État du Tennessee a confirmé le décès de Byron Lewis Black. Il était âgé de 69 ans. Il avait passé plus de 3 décennies dans le couloir de la mort, la cause officielle étant exécution par injection létale. Mais derrière, cette phrase froide et définitive se cache une histoire profondément troublante, qui a commencé bien avant, un vendredi de mars 1988, lorsque Byron est sorti d'un centre psychiatrique avec une permission de fin de... C'était le 25 mars. Byron, alors âgé de 32 ans, quitta l'asile dit à 7h30, avec la liberté que lui offrait sa permission temporaire. Cela ressemblait à une sortie comme les autres. Un homme avec antécédents de violence, certes, mais avec accès légal à certains privilèges que les lois lui accordaient encore. Personne n'imaginait qu'en à peine 72 heures, 3 personnes seraient brutalement assassinées, une femme, 2 filles, et que pendant des jours, personne ne saurait ce qui s'était passé. Cet soir du dimanche 27 mars, Angela Cla terminait une autre garde épuisante à l'hôpital Vanderbilt. Il était environ 22 heures lorsqu'elle est sortie. Sa sœur, Lynette, qui avait emprunté sa voiture, est venue la chercher. Mais elle n'était pas seule. Byron était là aussi, son petit ami intermittent, un homme avec qui elle entretenait une relation marquée par les ruptures et la violence. Ensemble, on conduit jusqu'à la maison d'Amelia Bell, mère d'Angela et Lynette. Là, Byron a laissé Angela avec ses 2 petites filles, Latoya, 9 ans, et Esa, à peine plus jeune, et est parti sans dire grand-chose. Angela resta un moment à discuter avec sa mère et sa sœur. Avant de partir, elle a emprunté un fer à repasser. Elle a dit qu'elle le rendrait le lendemain, mais cela ne s'est jamais produit. Car cette même nuit, alors que tout le monde dormait, Byron est revenu. Il était près de minuit, lorsqu'il a forcé l'entrée de l'appartement d'Angela. À l'intérieur, silence. Dans la chambre principale, Angela dormait profondément, blottie, sous les draps. Byron s'approcha, a pointé son revolver directement sur sa tête et, sans hésiter, tira un seul coup. Il n'y eut ni cri, ni lutte. Angela mourut sur le coup. Elle ne sut jamais qu'il était là. Mais Byron n'était pas seul. Non, il y avait un autre murmure dans la pièce. Un léger bruit, un souffle. Latoya, sa fille aînée, dormait à ses côtés. Peut-être que le coup de feu l'avait réveillée ou était-ce juste un mouvement involontaire. Mais cela a été suffisant. Byron se retourna, leva son arme et appuya une nouvelle fois sur la détente. La balle l'atteignit à la poitrine et au cou. Le impact la projeta entre le lit et une commode. Elle mourut lentement. On estime que son corps a tremblé pendant 10 minutes, avant de rester immobile. Byron aurait pu s'arrêter là, mais il ne l'a pas fait. Il ne pouvait pas prendre le risque de laisser des témoins. Il a marché dans le couloir jusqu'à la chambre de Keza. Les coups de feu l'avaient déjà réveillée, mais elle n'avait pas peur. Pour elle, il était une figure familière. Peut-être pensait-elle qu'il venait la réconforter, lui lire une histoire, l'aborder. Mais, quand elle le vit, elle ne savait pas que ce serait la dernière chose qu'elle verrait de sa vie. Byron a tiré 2 fois. Une balle l'a touché, sa poitrine, l'autre près de sa hanche. Il est tombé au sol. Il n'est pas mort immédiatement. Il a rampé sur le sol, laissant une traînée de sang avec ses petites mains. Il a atteint le tapis. Puis le silence revint. Sans laisser d'autres traces visibles, Byron ferma la porte de l'appartement, derrière lui, et disparut dans la nuit. Le lundi après-midi, comme si rien ne s'était, il retourna à son institution pour s'enregistrer à nouveau. Mais ce n'était pas la première fois que Byron Black brandissait une arme. 1 an auparavant, en décembre 1986, il avait tiré sur Benny Cla, ex-mari d'Angela. Une dispute, passion,
une violente dispute. Benny pensait que tout était fini lorsqu'il s'est retourné et s'éloigna vers sa voiture, mais Byron n'en avait pas fini. Il a sorti une arme. Le premier coup de feu a touché la voiture, le deuxième lui a traversé le pied, le troisième, l'épaule. Benny a essayé de courir. Byron le poursuivit. Il le rattrapa. Il était sur le point de tirer à bout portant, mais Angela est apparue. Elle s'est interposée. Elle l'a poussé. Cela suffit à l'arrêter. Byron a été arrêté. Il a plaidé coupable, mais a bénéficié d'avantages. Des avantages tels que des permissions de sortie le week-end. Des avantages qui, des années plus tard, lui coûteraient la vie d'Angela et de ses filles. Le 29 mars, 2 jours après le crime, la mère d'Angela a remarqué que quelque chose n'allait pas. Sa fille n'avait pas rendu le fer à repasser. Elle ne répondait pas au téléphone. Elle a envoyé une autre de ses filles pour vérifier l'appartement. Rien. Les volets étaient fermés. La voiture d'Angela était garée. Quelque chose clochait. Le soir même, Amelia et Lynette se rendirent à l'appartement. Elles sonnèrent à la porte. Silence. Elles ont appelé la police. Les agents sont arrivés vers 21h30. Il n'y avait aucun signe d'effraction, mais quelque chose d'étrange. Le téléphone sans fil était démonté, le combiné dans une pièce, la base dans le couloir. 3 empreintes digitales, toutes appartenaient à Byron. Dans la chambre principale, ils ont trouvé Angela morte. À côté d'elle, coincée entre le lit et le meuble, la serviette. Dans une autre chambre, celui qui était à l'envers, sur le sol. La plus petite a mis le plus de temps à mourir. Entre 5 et 30 minutes, selon les médecins légistes, les preuves étaient accablantes. Des fragments de balles, du sang, la position des corps, puis la preuve qui a bouclé le cercle. Une balle qui était toujours logée dans le corps de Benny depuis la fusillade, elle a été extraite. Comparée, correspondait à celle qui avait tué Angela et ses filles. Une preuve tirée, littéralement à l'intérieur d'une personne vivante. L'histoire commençait à s'effondrer. À mesure que le temps et les semaines se transformaient en mois, le nom de Byron Lees Black a commencé à se dissoudre lentement dans le air comme la fumée d'une bougie qui éteint. Cependant, dans les couloirs sombres du couloir de la mort, son nom continuait de peser. Pas comme celui d'une célébrité, ni même comme celui d'un criminel célèbre, mais comme l'écho persistant d'une histoire qui n'a jamais trouvé de rédemption. Né en 1956, Black n'était pas seulement un homme condamné. Il était un spectre qui hantait le système pendant plus de 3 décennies, attendant une réponse définitive. À son âge, il n'était plus le même jeune homme qui avait été arrêté à la fin des années 80. Le temps, avec sa cruauté habituelle, s'est chargé d'effacer l'agilité de son corps, mais pas les souvenirs de ceux qui l'entouraient. Et si, que la justice avait rendu son verdict depuis des décennies, l'exécution de Byron était encore une plaie ouverte dans le débat public, une sorte de éclat émotionnel pour une société qui se demande encore si la peine de mort rédime ou ne fait que perpétuer le cycle de la douleur. Le plus troublant dans l'affaire Black n'était pas seulement la brutalité du crime, mais la question latente qui n'a jamais été complètement dissipée. Était-ce vraiment 3 membres d'une famille, assassinés de sang-froid en 1988? Les preuves à l'époque semblaient suffisantes. Témoignages, preuves, balistiques, une histoire de violence domestique. Le jury, composé de 12 citoyens ordinaires, n'a pas hésité longtemps, et le verdict est tombé comme un coup près. Coup de massue, peine de mort. L'affaire, apparence close. Mais les années, comme cela arrive souvent dans les failles de l'histoire, ont commencé à soulever de nouvelles questions. De nouvelles preuves, de nouveaux doutes. Certaines pièces du puzzle ne s'emboîtaient pas tout à fait. Des déclarations expurgées, des témoins clés qui se rétractèrent avec le temps, d'autres qui moururent avant de pouvoir en dire plus. Les incohérences n'étaient pas mineures, mais elles n'étaient pas suffisantes, selon les tribunaux, pour inverser le cours des choses. Et, alors que le système s'accrochait à ses
procédure. Byron Lewis Black est devenu une figure solitaire dans le couloir de la mort, isolé, observant les autres arriver et être exécutés avant lui, dans ce qui ressemblait à une loterie macabre des priorités judiciaires. Les défenseurs de Black, qui n'ont jamais cessé d'insister sur son innocence partielle ou totale, ont fait valoir que son procès avait été entaché de préjugés raciaux, des erreurs de procédure et une défense inadéquate. Il soulignait qu'au fil des dizaines de condamnés à mort avaient été innocentés aux États-Unis, grâce à de nouvelles preuves, principalement des preuves ADN. Mais dans le cas de Byron, le temps continuait de tourner et les portes restaient fermées. L'affaire a même été portée devant les tribunaux internationaux des droits. Des organisations telles qu'Amnesty International ont commencé à mentionner son nom dans leurs rapports annuels, décrivant la situation comme une agonie sans fin, une punition cruelle, non pas à cause de la sentence elle-même, mais par l'attente. 35 ans dans les limes de la mort, avec des dates programmées puis suspendues, avec une exécution planifiée, puis reportée, parfois pour des raisons techniques, parfois par des appels, parfois sans raison. Dans la presse locale, chaque fois que Byron Lewis Black était mentionné, on était fait en termes de temps que le détenu, l'une des condamnations à mort les plus longues de l'histoire de l'État. C'était là son identité publique, non pas le crime, pas les faits, mais la durée, un symbole du temps suspendu. Et comme tout symbole, son histoire a commencé à diviser les opinions. Pour certains, Byron représentait le besoin urgent de réformer le système pénal américain, en particulier la peine de mort. Pour d'autres, il s'agissait simplement de la prolongation inévitable d'un processus judiciaire complexe, une preuve que le système offrait des opportunités, même si lentes, mais à l'intérieur du pavillon, les jours se ressemblaient tous. Se réveiller à la lumière artificielle, manger seul, réfléchir seul, dormir dans la même cellule, sans contact physique humain, sans câlin, sans conversation en face à face, seulement des visites derrière des vitres, des mots à travers des téléphones froids. Ses cheveux sont blanchis, son visage s'est affiné, sa voix, selon les rares personnes qui l'écoutaient, est devenue de plus en plus lente, comme s'il parlait depuis une autre dimension du temps. Finalement, en 2025, l'horloge s'est arrêtée. Le Tennessee a annoncé que Byron Lewis Black serait exécuté cette année-là. Il n'y avait plus recours en instance. Le gouverneur, sous la pression des groupes conservateurs, a signé l'ordre. Les protestations ne se sont pas ont tardé à se manifester. Mais cette fois-ci, il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas eu de retour en arrière. Le système avait décidé qu'il était temps de clore ce chapitre. Dans sa dernière lettre, écrite d'une main tremblante mais ferme, Byron ne suppliait pas qu'on lui fasse grâce. Il écrivait sur le temps qui passe, sur les nuits interminables, sur les rêves qu'il avait faits et qu'il avait ensuite perdus à l'intérieur. Mûr. Il parlait des lettres qu'il reçut d'inconnus, d'une femme qui lui écrivait chaque mois depuis l'Allemagne, d'un enfant qui lui avait envoyé un dessin du Kansas, lui demandant comment c'était de vivre dans un endroit où le soleil ne se lève pas. Les derniers mots de Byron ne parlaient ni de haine ni de vengeance, mais de lassitude. J'ai vécu comme une ombre, maintenant je veux être l'air. Et ainsi, après 35 ans d'attente, Byron Lewis Black est devenu une statistique de plus, mais aussi en une interrogation vivante. Combien de temps l'âme humaine dans le couloir de la mort? Pendant plus de 3 décennies, Byron Lewis Black était connu comme le prisonnier américain ayant passé le plus longtemps passé dans le couloir de la mort au Tennessee, 35 ans d'isolement dans une cellule en béton marquée par le passage du temps et du poids de la sentence. Mais comment supporter une condamnation aussi longue dans un pays où la peine de mort est constamment débattue? Depuis sa condamnation en 1988, ses avocats se sont battus sans relâche pour faire appel de sa condamnation. Ils affirmaient que son état mental s'était progressivement détérioré, progressivement qu'il souffrait de schizophrénie, de paranoïa chronique et de démence.
les rapports médicaux confirmaient que Byron n'était plus le même homme que celui qui avait été arrêté des années auparavant. Cependant, année après année, tribunal après tribunal, ces appels ont été rejetés. Le système pénal américain est connu pour sa complexité et, bien que la Constitution interdit les peines cruelles ou inhumaines, de nombreux experts se demandent s'il est le fait de maintenir quelqu'un pendant des décennies dans l'attente de la mort n'est pas en soi une forme de torture psychologique. En 2022, un rapport signé par neuropsychiatre a déterminé que Byron Black ne comprenait pas pleinement sa condamnation. L'homme qui était autrefois décrit comme rationnel et froid vivait dans le délire, à peine conscient de son environnement. Cependant, le jugement qui le maintenait dans le couloir n'a pas été annulé. La machine judiciaire continuait de tourner. Pendant ce temps, divers mouvements de défense des droits de l'homme ont fait de son cas le symbole d'un système défaillant. Des organisations telles que Amnesty International et Human Rights Watch ont demandé la clémence. Elles ne nécessairement parce qu'elles défendaient son innocence, mais parce qu'elles considéraient que l'exécution d'une personne atteinte de troubles mentaux graves était inhumaine. Quel est l'intérêt d'exécuter quelqu'un qui n'est plus en mesure de comprendre sa peine? Où est la justice dans tout cela? Parallèlement, les proches des victimes, Susan, Latonja et Brian, n'ont jamais abandonné le lutte. Pour eux, le souvenir de cette nuit de mai 1988 était toujours vivante. Byron avait assassiné sa femme et ses deux, beaucoup de sang-froid. Pour eux, laisse les bons, bless les brof in May. Attente de la justice avait été insupportable. Chaque fois que le nom de Byron apparaissait dans un communiqué de presse, leurs blessures se rouvraient. Ils avaient perdu 3 vies innocentes. Et même si ils savaient que l'exécution ne leur rendrait pas leurs proches, ils estimaient que justice devait être faite. Dans ce dilemme moral entre la justice et la miséricorde, l'histoire de Byron Reese Black est devenue le symbole d'un débat national. L'État doit-il exécuter des personnes atteintes de maladies mentales? Quelle limite la peine de mort doit-elle avoir? Est-il possible de considérer la réclusion à perpétuité comme une forme plus éthique de punition? Le Tennessee, comme d'autres États du sud des États-Unis, a maintenu la peine de mort comme un outil légal, bien que ces dernières années, le nombre d'exécutions a diminué. Cela s'explique en partie par les lacunes du protocole. Injection létale. Dans le cas de Byron, ce détail a également été déterminant. En 2022, le gouverneur Blee a suspendu temporairement toutes les exécutions, après la découverte d'irrégularités dans le processus de préparation des produits chimiques utilisés pour les injections. Ce report a été considéré par beaucoup comme une chance pour Byron, une occasion de réexamen, mais la vérité est que son état de santé se détériorait rapidement. En 2023, il a été hospitalisé à plusieurs reprises pour des infections, malnutrition et complications respiratoires. Les autorités pénitentiaires savaient que sa fin approchait, non pas en raison d'une décision judiciaire, mais pour des raisons naturelles. En janvier 2024, sa défense a demandé qu'il bénéficie d'une mesure de clémence afin qu'il puisse passer ces derniers jours dans un hôpital en dehors du couloir de la mort. La demande a été rejetée. Byron mourait en prison, où il avait passé plus de la moitié de sa vie. Son affaire faisait les gros titres, mais laissait également un silence gênant. Combien d'autres y étaient, comme lui? Combien attendaient une date, qui n'arrivait jamais? La mort de Byron Lois Black n'était pas le résultat d'une exécution par l'État. Il est décédé le 25 juin 2024 dans sa cellule à l'âge de 67 ans, victime d'une insuffisance rénale chronique. Son départ n'a suscité ni foule, ni de deuil public, ni de hommage. Ce fut une fin solitaire, presque silencieuse, pour un homme qui est devenu le symbole des failles du système judiciaire. Le plus déconcertant, c'est que durant ces derniers mois, Byron parlait peu. On dit qu'il murmurait des noms que personne ne reconnaissait et qu'il avait l'habitude d'écrire des lettres
adressée à des personnes qui n'existaient plus. Dans sa cellule, on a trouvé des dizaines de feuilles avec des dessins et des fragments de phrases, sans rapport les uns avec les autres. Il était évident que son esprit n'était plus là. La punition avait être déjà été, plus que purgée. Rétrospectivement, de nombreux analystes se demandent si ce cas représente une leçon pour le fait à venir. Faut-il réformer le couloir de là? Doit-il y avoir un examen périodique pour déterminer si un condamné est toujours mentalement apte à attendre son exécution? Les réponses ne faciles, mais Byron a laissé une empreinte, marque indélébile dans ce débat. Jusqu'à la fin, son cas a divisé les opinions. Certains exigeaient justice jusqu'à ces dernières conséquences. D'autres demandaient de la compassion, compte tenu de son état mental. Mais ce que personne ne peut nier, c'est que Byron Lee Black a vécu une mort annoncée pendant 35 ans.